Vous avez été nombreux à me le demander et ça y est, c'est parti, on va enfin parler du wokisme. And our country will be woke no longer. Alors si t'es un militant gauchiste un peu zélé et que j'ai abrégé certains concepts ou que j'ai pas assez développé selon toi, bon bah t'attends la fin de la vidéo, puis tu mets ton petit commentaire et puis tu complètes. Et si t'es un droitard énervé qui a peur du grand méchant woke, bon bah tu t'accrocheras fermement à ton zizi quand on évoquera le féminisme, et puis pareil, tu lâcheras ton petit commentaire en fin de vidéo, et puis voilà, ça devrait bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. À la base, le mot woke, ça vient de l'anglais, ça veut dire éveillé. Jusque-là, je pense que j'apprends rien à personne. Et éveillé à quoi, me diront certains? Eh ben, être éveillé aux injustices sociales et particulièrement au racisme. Mais pour bien comprendre ce que ça veut dire aujourd'hui et pourquoi le mot fait polémique, eh ben, on va devoir remonter un petit peu à ses origines. Historiquement, stay woke, c'est un mot d'ordre dans les milieux afro-américains. Ça voulait dire reste vigilant, sois conscient de ce qui se passe autour de toi, surtout face au racisme. En 1923 déjà, Marcus Garvey, un leader jamaïcain du mouvement panafricain, fondateur de l'UNIA, a appelé à la libération et à l'unité des peuples noirs. Wake up Ethiopia, wake up Africa. Réveille-toi Éthiopie, réveille-toi Afrique. C'était un appel pour que les Noirs du monde entier prennent conscience de leur situation et s'organisent politiquement pour s'en sortir. Et ça a d'ailleurs inspiré pas mal de générations de militants, dont Malcolm X. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, le panafricanisme, c'est l'idée politique et philosophique que les personnes d'origine africaine, où qu'elles soient dans le monde, partagent une histoire commune marquée par la colonisation, l'esclavage et le racisme, et qu'elles doivent donc s'unir pour se libérer et se reconstruire et reprendre en main leur destin. Un peu plus tard, en 1938, un bluesman, Lead Belly, écrit une chanson sur l'affaire des Scottsboro Boys. Alabama, and you better watch out. The landlord will get you gonna jump and shout. Scottsboro boys, they can tell you what it's all about. C'est l'histoire vraie de 9 adolescents noirs qui voyagent clandestinement dans un train de marchandises, une bagarre éclate avec un groupe de jeunes blancs, et quand la police intervient, deux femmes blanches, Victoria Price et Rudy Bates, accusent les jeunes noirs de viol collectif. Immédiatement arrêtés, ils sont jugés dans une atmosphère d'hystérie raciale et rapidement condamnés. 8 des 9 gamins sont condamnés à mort, sans preuve, sans défense juridique, et devant des jurys entièrement blancs. Dans sa chanson, Lead Belly utilise l'expression stay woke pour dire faites gaffe, ouvrez les yeux, le racisme peut vous tomber dessus à n'importe quel moment. À cette époque, on est en plein dans la ségrégation raciale aux États-Unis. Les noirs sont séparés des blancs dans les écoles, les bus, les toilettes, ils n'ont quasiment pas accès au droit de vote à cause des lois discriminatoires, ils sont lynchés dans l'impunité la plus totale, exclus de plein de professions, discriminés dans les soins, l'éducation, l'emploi, bref, le racisme structure littéralement la société américaine. En 1962, un écrivain, William Melvin Kelly, vous allez encore vous foutre de ma gueule en commentaire, écrit un article dans le New York Times où il dit « If you're woke, you dig it ». Si tu es woke, t'as compris. Donc le terme il n'est pas récent, il a plus d'un siècle, et c'est toujours un message politique antiraciste profondément lié à la communauté afro-américaine. Et puis en 2014, après la mort de Michael Brown tué par un policier à Ferguson, le mouvement Black Lives Matter relance l'expression « Stay woke » qui devient un slogan politique fort et médiatisé contre les violences policières. Et là, ça commence à faire grincer des dents. On voit émerger à ce moment-là des réponses comme All Lives Matter ou Toutes les vies comptent. En apparence, c'est un slogan universaliste, mais dans ce contexte, il sert surtout à invisibiliser les violences spécifiques subies par les Noirs, voire même à les traiter de racistes. Mais on reviendra sur cette notion d'universalisme un peu plus tard dans la vidéo, parce que c'est central dans la manière dont on conçoit l'égalité, notamment en France comparé aux États-Unis. Vers 2016, le terme woke commence à sortir des cercles afro-américains pour toucher d'autres luttes. Le féminisme, les droits LGBT, l'écologie, en gros tout ce qui est progressiste, c'est-à-dire tout ce qui remet en cause les hiérarchies et les inégalités héritées du passé. Problème, en devenant mainstream, le terme woke devient un phénomène de société, et on va se retrouver avec le même problème qu'on a, vous savez, quand il y a des séries très connues qui sortent, du genre Breaking Bad ou Game of Thrones. D'un côté, il y a une minorité de fans bruyants et fanatiques qui vont jouer les élites vertueuses, prétendre à la supériorité intellectuelle et morale et déclencher des vagues de harcèlement. Et de l'autre côté, on a des haters tout aussi fanatiques qui vont dire non, c'est nous l'élite, les autres c'est juste des gros débiles, et déclencher des vagues de harcèlement. Dans les cercles militants, certaines personnes se disent que le mot a perdu de sa substance, et pour les communautés noires c'est frustrant, parce que ce mot, à la base, c'est un cri contre le racisme. Et là, il est repris de manière superficielle, un petit peu à toutes les sauces, et parfois même par des personnes qui sont absolument pas concernées. En France, les débats portent davantage sur les questions de politiquement correct et de liberté d'expression que sur les revendications réelles de ces mouvements. Les critiques parlent de cancel culture, soutiennent que les woke imposent une censure morale et mettent à mal la liberté d'expression au nom de la bien-pensance. On l'a vu notamment en réaction au mouvement MeToo, où l'attention s'est rapidement déplacée des violences sexistes elles-mêmes vers des débats sur la liberté de draguer dans la rue, la peur de la stigmatisation des hommes et même carrément la dictature féministe.
Une inversion doublée d'une diversion, le problème ce n'est plus les violences que subissent les femmes, c'est le fait d'en parler, de dénoncer, de vouloir que les agresseurs soient sanctionnés, en particulier quand ça concerne des figures de pouvoir. Globalement, ceux qui se plaignent le plus d'être cancel, on les voit encore et on les entend encore beaucoup. Parce que ce qui est parfois présenté comme une censure ou une attaque, c'est simplement le fait d'être contredit par des voix qui, jusqu'ici, étaient marginalisées et invisibilisées. Ce qu'on appelle cancel culture met très souvent en lumière un rapport de force inégal entre groupes sociaux. Ce sont des prises de parole émanant de personnes dont la voix est habituellement ignorée, qui dénoncent des abus, des discriminations ou des violences, qu'elles soient réelles ou symboliques, perpétrées par des groupes en position dominante. La question n'est donc pas tant celle de la liberté d'expression que celle de savoir qui a le pouvoir de définir ce qui peut être dit dans l'espace public. La véritable cancel culture, celle qui est normalisée et rarement dénoncée, vient précisément de ceux qui détiennent ce pouvoir. On crie à la censure pour une statue déboulonnée de général colonialiste responsable de milliers de morts, mais pas quand Trump et les républicains bannissent des milliers d'ouvrages des écoles, censurent les cours sur l'esclavage, les droits civiques ou l'histoire LGBT, suppriment des données scientifiques, effacent ou réécrivent des pans entiers de l'histoire ou criminalisent toute remise en question de l'État. And I believe that CNN and MSDNC, who literally write 97.6% bad about me, are political arms of the Democrat Party. And in my opinion, they're really corrupt and they're illegal. What they do is illegal. And these newspapers are really no different than a highly paid political operative. And it has to stop. It has to be illegal. En France, même logique. Guillaume Meurice licencié pour avoir comparé Netanyahou à un nazi, Merwan Benlazar évincé de France 5 pour une barbe et un bonnet Zara, Jean-Michel Apathy suspendu pour avoir parlé de crimes coloniaux en Algérie, les manifestations contre les massacres à Gaza interdites, des collectifs dissous au nom de la lutte contre l'apologie du terrorisme, bref, on n'emploie pas le mot cancel culture quand elle est appliquée par l'ordre établi. Mais peut-être qu'on reparlera de ces notions dans une autre vidéo parce que là je déborde un petit peu. Par contre, je vais en profiter pour ouvrir une petite parenthèse sur le terme de politiquement correct parce que c'est important pour comprendre les dynamiques politiques qui s'opposent. Les vieux de la vieille le savent, dans les années 60-80, le terme politiquement correct était utilisé à gauche pour se moquer des excès du militantisme. D'un côté, on voulait protéger les groupes vulnérables contre des discours discriminatoires, mais de l'autre, ces précautions finissaient parfois par étouffer le débat, par exemple en évitant des discussions stratégiques par peur d'offenser. Ce n'était pas une injonction autoritaire, mais un outil de remise en question au sein même des mouvements critiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que le politiquement incorrect est aussi un terme historiquement lié à la gauche qui précède le politiquement correct. Dans les années 50 et jusqu'aux années 2000, la gauche radicale, libertaire ou anarchiste, subvertit les codes, remet en cause les normes dominantes, les dogmes religieux, les règles sociales bourgeoises, en gros, elle fout le sbeul dans les tabous et la censure. C'est Coluche qui dit merde au curé, c'est Desproges qui imitent les racistes, Renaud qui crache sur les patrons, le punk qui envoie chier la famille traditionnelle, et plus récemment on peut penser à l'insolence de South Park. Saviez-vous que certains mots peuvent être une preuve d'intolérance ? Je vous propose de commencer la visite par le tunnel des préjugés pour que vous sachiez ce que l'on ressent lorsqu'on est discriminé. Billy! Métac! Shintok! Négro! Youpa! Terlouse! Bouseux! Niakoué! Putain, ce tunnel est trop le cul! Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je vais y retourner! Bref, c'est l'impertinence contre l'ordre établi. Mais les rapports de force ne sont jamais statiques et dans les années 80-90, les succès des mouvements progressistes, droits civiques, féminisme, mouvements LGBT, provoquent une réaction conservatrice. Reagan aux États-Unis et Thatcher au Royaume-Uni défendent farouchement les valeurs traditionnelles, la bienséance, les valeurs bourgeoises, le puritanisme et voient donc dans cette montée des idées progressistes une vraie menace pour l'ordre établi. C'est dans ce contexte qu'éclate ce qu'on a appelé les Culture Wars aux États-Unis. Un conflit idéologique entre progressistes et conservateurs sur des questions comme l'éducation, la diversité, la liberté d'expression et les valeurs morales. Les progressistes promeuvent des politiques d'inclusion et des programmes éducatifs axés sur la diversité, la justice sociale et la remise en question des institutions et du roman national, et les conservateurs dénoncent ces initiatives comme une atteinte à la liberté académique et comme une tentative de censure idéologique. George H. Bush, le père de George W. Bush, critique à plusieurs reprises dans ses discours le politiquement correct en ciblant notamment les universités où, selon lui, on peut plus rien dire. Dans les années 2000-2010, avec l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux, cette bataille se poursuit et va finir par se cristalliser autour du terme woke après l'incident de Ferguson qu'on a évoqué. Il sera alors récupéré et détourné au cours des années suivantes pour devenir un fourre-tout, un épouvantail qui disqualifie toute forme d'engagement en faveur de l'égalité, de la diversité ou de la remise en cause des hiérarchies sociales.
L'idéologie woke, c'est la fragmentation de communautés en groupes hostiles les uns aux autres. C'est le triomphe d'identités artificielles exacerbées par des groupuscules minoritaires. Le wokisme est très destructeur. Ça a intégré les administrations, ça a intégré les institutions culturelles, c'est-à-dire les universités, les musées, et même la loi. C'est un mouvement qui est intellectuellement pas très solide et qui donc a besoin de recourir à la force pour faire avancer ses idées. C'est une sorte de soft totalitarisme. C'est pas nos valeurs. Nous, les démocraties occidentales ont toujours promu la liberté individuelle, la liberté d'expression, l'égalité devant la loi. Aujourd'hui, la droite se pose en victime d'une gauche qu'elle qualifie de dictatoriale et se réapproprie les concepts de politiquement correct et de liberté d'expression, non plus pour dénoncer les hypocrisies du pouvoir, mais pour conserver les privilèges existants et délégitimer les combats progressistes. On le voit à l'université, le problème c'est qu'il devient hégémonique. C'est son hégémonie. Absolument. Relayé par... C'est devenu une idéologie d'État. Le camp du bien est en train de quitter X. Pourquoi ? Pour tuer X. Et pourquoi on veut tuer X, Twitter ? Parce que c'est une liberté d'expression, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Elle prétend incarner la rébellion alors qu'elle défend des positions profondément conservatrices, sexistes, racistes, homophobes, sous couvert d'honnêteté ou de réalisme. Il y a parfois une vengeance, une rancœur, il y a beaucoup de femmes, en fait il y a beaucoup de femmes, ce que vous dites, qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par les hommes et qui de ce fait nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche. Ce détournement habile fait passer des positions dominantes pour dissidentes, des discours conservateurs pour subversifs. Résultat, on confond transgression et oppression. Se moquer des personnes trans ou des musulmans devient un acte courageux, un acte de résistance face à la dictature du politiquement correct islamo-gauchiste, alors que dans les faits, y a rien de subversif à taper sur les opprimés ou les minorités. C'est même le discours hégémonique. Des éditorialistes et des millionnaires passent leur temps sur les plateaux à faire la promotion de leurs livres anti-woke et à répéter qu'on ne peut plus rien dire alors qu'ils le disent partout, tout le temps, et pendant qu'on détourne l'attention avec des paniques morales, soit dit en passant ce qu'on reprochait à certains militants woke de faire, on évacue les vraies revendications, celles qui s'attaquent aux structures de pouvoir, aux inégalités systémiques, aux violences policières, au racisme, au sexisme, à l'exploitation, bref, la bonne vieille tactique de l'inversion et de la diversion. Je vais appeler ça de la di-inversion. Mais pour que ces attaques contre les mouvements sociaux ou les minorités soient moins visibles, mieux acceptées, il faut d'une part caricaturer l'opposition, la réduire à une sorte de monstre idéologique, la gauche communiste woke islamo-gauchiste totalitaire, Camoulox. Et d'autre part, il est essentiel de se placer soi-même du bon côté pour renforcer sa légitimité et être perçu comme ceux qui défendent les valeurs fondamentales de la société française, comme l'universalisme ou la laïcité, des concepts qui résonnent profondément dans l'imaginaire collectif. Attendez, cette gauche, elle est axée autour de quoi ? Elle est axée autour de deux éléments, qui sont d'ailleurs des éléments sociologiques de son électorat, on l'a vu lors de la présidentielle de 2022. C'est 1, l'islamisation, 2, l'idéologie woke. Ce sont les deux axes fédérateurs de cette gauche aujourd'hui. Donc, tous ceux qui sont contre cette idéologie woke, qui pensent que le privé ne doit pas être politique sous réserve de passer dans un régime totalitaire, sont de droite. Mais tous ceux qui sont contre l'islamisation du pays sont de droite. Sur le papier et dans sa définition la plus simple, l'universalisme des Lumières, c'est l'idée que tous les êtres humains, indépendamment de leur origine, de leur culture, de leur sexe ou de leur appartenance religieuse, doivent être traités de manière égale et jouir des mêmes droits. Il vise à ne reconnaître que des individus abstraits, égaux devant la loi et non des groupes sociaux différenciés. C'est ce cadre qui, en théorie, garantit l'égalité et rejette les communautarismes, et c'est aussi la matrice dans laquelle s'inscrivent les principes de la laïcité française. Nonobstant, ce principe formel inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens est une abstraction, un idéalisme qui, en pratique, n'est pas et n'a jamais été appliqué concrètement. Les droits de l'homme à l'époque des Lumières, ça concernait surtout les hommes blancs, mais pas tellement les femmes et pas tellement les noirs. Et à notre époque, on peut clamer que tous les citoyens sont égaux en droit, dans les faits, les discriminations socio-économiques et raciales ou de genre persistent. Cet idéalisme rend aveugle aux discriminations systémiques. Aujourd'hui, l'extrême droite et une partie de la droite réactionnaire brandit l'universalisme et la laïcité pour faire opposition au discours dénonçant les inégalités ou le racisme, comme s'ils en étaient les nouveaux garants, alors même qu'ils le rejetaient hier puisqu'il est fondamentalement opposé aux notions d'appartenance identitaire et de hiérarchie naturelle. T'imagines, c'est comme s'il y avait un parti fondé par les Waffen-SS qui se disait être le dernier garant face à l'antisémitisme. Ils accusent les antiracistes, les féministes, les militants LGBT ou décoloniaux de trahir la République, sous prétexte qu'en nommant les discriminations liées à la race ou au genre, ils réhabiliteraient le racisme ou le sexisme.
C'est le fameux « les féministes font monter le sexisme et les vrais racistes, c'est les antiracistes ». Au nom de l'antiracisme, on tombe dans un racisme, ça c'est une des thèses de votre livre. Alors que, on est tous pareils, il y a que les gauchias qui voient des noirs et des arabes. Moi je vois simplement des êtres humains. Comme si dénoncer les discriminations structurelles c'était faire du communautarisme, comme si étudier et parler des différences d'expérience entre les groupes d'individus dans la société, c'était fracturer la République. Une fois, je me rappelle, on m'a demandé « mais pourquoi vous êtes autant obsédé par la race, pourquoi vous êtes autant obsédé par séparer les choses, les gens, etc. » Je suis sûre que c'est ce qu'on dit aussi aux collègues qui travaillent sur le genre régulièrement. Je pense que, en fait, il faut rappeler que la sociologie, elle pose des constats. La sociologie, c'est pas une science qui va édicter des normes. C'est un peu comme si on prenait une photo à un instant T de la société et qu'on cherchait à la décrire et à analyser justement la manière dont, en grande partie, les inégalités fonctionnent et façonnent notre société. Donc nous, ce qu'on dit, en utilisant le mot racisé ou pas, d'ailleurs, en utilisant d'autres concepts, mais ce qu'on dit, c'est qu'il existe des gens qui sont assignés en effet à des positions minoritaires et qui, parce que assignés à ces positions, vont avoir des trajectoires de vie qui vont être différentes des personnes qui ne sont pas assignées à cette position minoritaire. Pour le dire autrement et peut-être plus clairement, être perçu comme un jeune homme noir aujourd'hui dans la société, ça va faire qu'on va avoir une trajectoire de vie, on va avoir des opportunités, on va avoir un parcours qui sera différent d'une personne blanche, parce que la société, à l'instant T, au moment où on l'analyse, elle est comme elle est, et donc il existe des inégalités et de la discrimination. Ça n'est pas et ça ne veut pas dire parce qu'il y a 4 ou 5 personnes, ou 10 ou 100 personnes qui n'ont pas ces expériences difficiles, que ça ne remet pas en cause pour autant l'analyse que vous faites sociologique. Et non, puisque la sociologie, elle résonne, sur des échelles de grandeur qui ne sont pas celles de l'anecdote personnelle. Et pour le coup, nous avons des chiffres là-dessus. On mesure les discriminations, on sait. Ces choses-là, on peut le mesurer, ce sont des faits. Nous, on rappelle les faits, on dit il existe des inégalités, il existe des différences, il existe des inégalités de salaire entre hommes et femmes, il existe des inégalités d'accès à l'emploi entre personnes perçues comme noires ou perçues comme blanches. Nous reprocher à nous, en disant ça, de séparer la société, c'est assez cocasse, puisqu'en réalité, nous, on est juste là à décrire qui se passe au quotidien dans la société française. Cette instrumentalisation permet d'ailleurs à certains intellectuels de gauche, et je mets des doubles guillemets à intellectuels et à de gauche, un retournement de veste magistral pour s'aligner avec la droite réactionnaire lorsque celle-ci devient hégémonique. Ils se revendiquent d'une gauche ancienne, disent que la gauche ça a changé, et balayent les problématiques sociales en se drapant dans un universalisme creux, déconnecté des rapports de force réels. Nancy Fraser décrit ce phénomène d'universalisme progressiste comme un cheval de Troie du néolibéralisme. Sous prétexte de défendre des valeurs universelles, ces faux alliés dépolitisent les rapports de domination. L'égalité formelle remplace l'égalité réelle et la laïcité se mue en outil d'exclusion de certaines communautés. Vive le sport, et donc à bas le voile bien sûr. Pire, ils essentialisent les luttes. En opposant ouvriers blancs et minorités, ils fracturent les solidarités de classe tout en servant l'agenda réactionnaire. Cette gauche-là, Fraser la qualifie de complice de l'hégémonie néolibérale, puisque leur rhétorique universaliste ne sert qu'à légitimer un statu quo inégalitaire en dénigrant toute critique systémique comme étant du communautarisme. La drag queen, dans l'imaginaire de gauche, a remplacé le prolétaire. La figure marginale a remplacé la masse. Cette idée qu'il faudrait refabriquer un nouveau peuple, et effectivement les marges deviennent le centre. Là on dit si vous êtes progressiste, alors il faut accepter. L'intersectionnalité va s'effondrer un jour. On va arriver au pouvoir via ce nouveau prolétariat, mais ça marche pas. Parce que ce nouveau prolétariat les égorgera. Parce que le vrai universalisme, c'est pas prétendre qu'on est tous pareils. C'est faire en sorte que chacun, quelles que soient ses conditions de départ, puisse accéder au même droit, à la même dignité, à la même liberté. C'est comme inscrire l'IVG dans la Constitution si tu veux, c'est très beau symboliquement, mais par contre ça ne garantit pas l'accès à toutes les femmes, il va falloir agir concrètement. Alors, est-ce que le terme woke a encore un sens aujourd'hui ? Est-ce qu'il est dépassé, trop connoté ? Doit-on trouver autre chose ou au contraire se le réapproprier pour retourner le stigmate ? D'un côté, le capitalisme récupère ce terme à travers ce qu'Adolf Reed nomme le woke capitalisme. Des multinationales comme Nike ou Disney arborent cyniquement des slogans progressistes vidés de toute substance révolutionnaire sans aucune volonté réelle de changement social ou économique. De l'autre côté, les droites en ont fait leur épouvantail favori. La panique morale autour du wokisme permet à la fois de discréditer l'opposition, d'éviter le débat et de créer un climat de peur et de confusion.
Et puis certains militants n'ont pas vraiment aidé à donner une image positive du progressisme. Cette controverse dépasse largement le cadre linguistique puisqu'elle renvoie à des choix stratégiques fondamentaux pour les mouvements émancipateurs. Comment préserver la radicalité des concepts tout en évitant qu'ils deviennent inaudibles, caricaturés, détournés en produits commerciaux ou en slogans fatigués. Pour certains auteurs comme Touré Reed, le terme est désormais trop lié à un militantisme superficiel, plus préoccupé par des gestes symboliques que par une véritable transformation sociale, tandis que pour d'autres, comme Angela Davis, il faut résister à cette diabolisation en réaffirmant le sens originel du mot. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre propre avis en commentaire et éventuellement à vous abonner parce que n'oubliez pas, ensemble, singe, fort. Au final, qu'on l'appelle idéologie woke, wokisme ou progressisme, le terme ne sert qu'à masquer une forme basique d'humanisme qui cherche à tendre vers un ordre social plus égalitaire et dérange ceux à qui l'ordre actuel profite. Et s'il est moins question de morale que de choix de société, c'est l'individualisme ou l'incompréhension de problématiques complexes portées par l'hystérisation du débat qui mène bien souvent à un rejet instinctif de tout changement. Reconnaître que certains marqueurs historiques et culturels restent profondément ancrés, normalisés et intériorisés dans notre imaginaire collectif comme dans nos institutions est plus difficile que de reléguer ces problématiques à un obscur passé révolu, surtout quand on n'en subit pas directement les effets. Ce qui est certain, c'est que l'histoire nous montre qu'aucun mot n'est à l'abri des détournements. Ce qui compte, c'est moins l'étiquette que la capacité à maintenir les luttes contre toute forme d'oppression et d'exploitation.